Autre dimension maintenant, encore une femme. J'accueille Claudine Burton-Gengros, directrice du département de sociologie, spécialiste des questions familiales, des questions de santé aussi. Elle va justement attirer notre attention sur ces familles en risque de disqualification aussi, hein, parce qu'elles sont aussi vulnérables, mais pourtant elles ont aussi des ressources. Et c'est un des enjeux aussi de la capacité qu'a le département de donner la parole aux personnes concernées, de mettre en évidence ces ressources dans des situations de fragilité. Merci Claudine, en tout cas j'ai le plaisir aussi de partager du travail avec Claudine dans l'Observatoire des familles à Genève. Justement, ces familles sont devenues de plus en plus complexes, c'est important de mieux les comprendre. Merci Dominique pour cette introduction, merci pour l'invitation. Donc, je vais apporter un angle un peu différent. Je suis effectivement une sociologue de la santé, je m'intéresse en particulier aux inégalités face à la santé et je vais vous en parler autour de la question de la place des familles dans ce domaine spécifique. Dominique nous invitait à adopter une posture réflexive, à questionner un certain nombre d'évidences dans nos domaines de recherche. Et un premier constat ou un premier paradoxe peut-être sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que quand on parle de la santé, très vite on va penser au coût de la santé, on va penser au système hospitalier, aux médecins et on va penser à la maladie. Et en fait, en tant que sociologue, j'aimerais renverser la perspective en disant, pensons à la santé telle qu'elle est organisée, distribuée dans la société, indépendamment du système de santé. En disant, la santé se construit dans nos vies quotidiennes et une grande partie aussi des soins, aujourd'hui d'ailleurs, se passe en dehors des institutions elles-mêmes. Les institutions de santé sont importantes pour venir soutenir des personnes avec des diagnostics graves, avec des problèmes sérieux, mais un grand travail se déroule en dehors des institutions. Et puis, deuxième paradoxe auquel j'aimerais réfléchir avec vous, c'est que quand on parle de santé, on pense évidemment à des individus, on s'intéresse à des profils de personnes, les médecins s'intéressent parfois même plutôt à leurs organes, voire leur composition génétique, et pas forcément à la personne dans son ensemble. Moi, j'aimerais même, au-delà de la personne dans son ensemble, réfléchir à la personne dans son environnement familial, puisque la famille est un lieu dans lequel, de nouveau, on entretient la santé et dans lequel on soigne ceux qui ont besoin de soutien dans ce domaine-là. Donc je vais d'abord vous parler de ces deux aspects-là, les inégalités face à la santé, comme on les pense de manière générale, la question des familles et la santé, puis ensuite j'en viendrai à des considérations liées à la vulnérabilité des familles autour d'un certain nombre de fragilités, de transitions ou de caractéristiques de ces familles que nous avons étudiées dans une étude qualitative ici à Genève et qui me permettra donc de venir sur quelque chose d'un petit peu plus proche de nous. Alors, première chose, conditions de vie et état de santé. Pendant longtemps, en Suisse, on ne s'est pas vraiment intéressé aux inégalités face à la santé. Si vous regardez les statistiques produites par l'Office fédéral de la statistique, classiquement, on va nous présenter des différences selon le critère principal de notre identité nationale, ce sont les différentes régions linguistiques. On aime beaucoup en Suisse dire les choses se passent différemment entre la Suisse romande, la Suisse allemande et la Suisse italienne. Que ce soit pour les votations, que ce soit pour toute une série de comportements ou d'attitudes, c'est notre clé de lecture de notre réalité nationale. On a été beaucoup plus lent, je dirais, à s'intéresser à des facteurs socio-économiques et à montrer comment les variations socio-économiques, les hiérarchies sociales, influencent aussi les attitudes et influencent aussi l'état de santé de la population. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir que l'Office fédéral de la statistique produise des données qui prennent en compte ces éléments-là. Ici, je vous en présente deux exemples. D'abord, dans les statistiques de poche 2016 dans le domaine de la santé, nous trouvons, c'est le graphique en haut à votre gauche, nous trouvons des données sur l'espérance de vie en Suisse en fonction du niveau d'éducation. Et on voit sur ce graphique on compare ici ceux qui ont les niveaux d'éducation les plus faibles à ceux qui ont les niveaux d'éducation les plus élevés, et on voit un écart qui est de l'ordre de plus de 4 ans à l'âge de 30 ans, chez les hommes, plus de 4 ans, entre ceux
qui ont un niveau de formation obligatoire et ceux qui ont un niveau d'éducation universitaire. Donc ce sont des réalités actuelles en Suisse, et plus on avance en âge, on a l'espérance de vie ensuite à 65 ans, on voit qu'il y a encore un écart important. À 80 ans, il y a un écart d'une année, donc il se réduit, ce poids de l'éducation se réduit au fil de l'avancement en âge. Néanmoins, on voit des écarts importants. Et sur ces indicateurs-là, on n'a pas beaucoup de marge d'interprétation. L'espérance de vie est un indicateur solide, la mortalité. On peut comparer effectivement des personnes comparables. Deuxième type de données qui nous décrivent ces inégalités face à la santé, ce sont ces indications quant à la très bonne ou bonne santé auto-évaluée selon le niveau de formation, de nouveau en 2012. Des données présentées ici dans le rapport social suisse 2015, où on nous présente les hommes et les femmes séparément, c'est important, les évaluations par rapport à la santé, mais les données de mortalité aussi sont systématiquement différentes entre les hommes et les femmes. Ici, on s'intéresse donc à des personnes de la population générale, auxquelles c'est l'enquête suisse sur la santé, une grande enquête qui est réalisée tous les 5 ans en Suisse, auprès de 20 000 personnes environ, donc un échantillon représentatif. Et on montre ici la différence systématique dans le nombre de personnes, la proportion de personnes qui se déclarent en bonne ou très bonne santé, en fonction de nouveau de leur niveau d'éducation. Les barres en bleu sont les personnes qui ont un niveau de formation universitaire, les barres en orange sont les personnes qui ont un niveau de scolarité obligatoire. Et vous voyez que systématiquement, pour les différents âges de la vie, pour les hommes et pour les femmes, plus on a une formation longue, plus on va se déclarer en bonne et très bonne santé. Donc un résultat solide et transversal dans ces différentes catégories. Troisième donnée que j'ai reportée ici, c'est un autre type d'indicateur sur l'état de santé. Ici, on parle d'un facteur de risque, l'indice de masse corporelle, ou dit autrement l'obésité, ou le surpoids. Et des collègues ont ici ont pu utiliser des données en géolocalisant les individus qu'ils avaient étudiés pour montrer la distribution géographique de certains facteurs de risque. Et ici, c'est la ville de Lausanne, avec Lausanne ouest en rouge, où les taux d'obésité sont plus élevés que dans la partie ici indiquée en bleu, la partie est de Lausanne, qui sont les quartiers plus favorisés à l'opposé des quartiers ici en rouge plus à l'ouest de Lausanne, où on voit une distribution spatiale aussi différente des facteurs de risque. Et on peut répéter les données, on a des données aujourd'hui qui nous permettent de multiplier ces exemples, et on peut répéter les analyses. On va systématiquement observer ce qui s'appelle un gradient social de la santé. En Suisse, on a mis du temps à le documenter, mais c'est un facteur, un phénomène observé à l'échelle internationale dans tous les pays qui ont des données permettant de le faire, donc d'abord essentiellement dans les pays à niveau de revenus élevé. Aujourd'hui, on le documente plus dans les pays à faible niveau de revenus également. Ce gradient social de santé veut dire pas qu'on a des individus pauvres en mauvaise santé et des individus riches en bonne santé, simplement, mais c'est que pour chaque échelon gagné par les individus dans la hiérarchie sociale, leur état de santé va s'améliorer. Chaque année de plus à l'école, chaque niveau de revenus supplémentaire va être associé à un meilleur état de santé, que ce soit en termes de morbidité ou de bonne santé au cours de la vie, ou que ce soit en termes de mortalité. Donc un résultat très robuste, très solide, qui a été documenté en Suisse de manière un peu systématique dans cette revue, et une des premières revues, je dirais, systématiques en Suisse, c'est un travail de Caritas, une publication en 2009, « La pauvreté rend malade ». Et intéressant, étonnant que ce soit Caritas qui ait réalisé ce travail-là, puisque, je vous le disais, les autorités fédérales ne se sont pas réellement préoccupées de ces questions-là pendant longtemps. Et on parle encore aujourd'hui de l'absence d'une stratégie nationale de réduction des inégalités face à la santé. Tant qu'on ne les observe pas, on ne va pas en prendre des mesures politiques. Donc il y a l'effet, d'une part, qu'on ne les a pas vraiment constatées, pas vraiment mises en avant, et puis des caractéristiques propres à la Suisse aussi ont empêché, je dirais, ce travail politique du fait d'un bon état de santé général. C'est vrai, notre pays jouit d'une bonne santé générale, donc on se dit pourquoi faudrait-il faire quelque chose, mais si on ne regarde pas les différences en fonction des milieux sociaux, on passe à côté d'un certain nombre de problèmes. Et puis deuxième facteur, c'est de dire en Suisse, on a un bon système de santé.
Donc pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir des inégalités face à la santé? Et c'est là que le résultat, l'hypothèse est trop limitative. Ce que j'aimerais aussi souligner ici, c'est que le système de santé n'est qu'une toute petite partie ou qu'une faible partie de l'équation de la distribution de l'état de santé. C'est un des facteurs qui joue un rôle, mais qui n'est pas le facteur principal. Tous les pays riches qui ont développé des systèmes de santé modernes ont néanmoins toujours des inégalités face à la santé. Constat plus frappant aussi, c'est que dans les analyses que nous avons pu faire grâce aux données maintenant existantes sur les 20 dernières années, notamment les enquêtes suisses sur la santé qui existent depuis 1992, qui sont répétées tous les 5 ans, on constate que ces inégalités face à la santé ne changent pas en Suisse. Elles n'augmentent pas, elles ne diminuent pas non plus. On a fait des études sur l'évaluation de l'état de santé, on a aussi analysé les dépistages au cancer du col de l'utérus, par exemple, et on voit qu'il y a depuis 20 ans les mêmes écarts entre les femmes plus privilégiées qui sont plus souvent dépistées et les femmes de niveau socio-économique inférieur qui sont moins dépistées. La Suisse s'est fait remonter les bretelles, si je peux le dire comme ça, par l'OMS et l'OCDE, qui ont fait une analyse de notre système de santé national, comme ils le font pour un certain nombre de pays, et ils ont souligné le fait qu'en Suisse, on ne se préoccupait pas assez des inégalités sociales face à la santé. Donc on voit dans l'émergence des statistiques désormais, de l'Office fédéral de la statistique, où ces données apparaissent, on peut le voir comme un résultat aussi de cette injonction internationale sur le fait qu'on doit se préoccuper de ces questions-là. Deuxième élément, les conditions familiales et l'état de santé. Alors, juste avant peut-être que je fasse ma transition, la question des inégalités face à la santé interroge sur les déterminants sociaux de la santé. Aujourd'hui, dans les 20-30 dernières années, les travaux se sont développés autour des facteurs liés à l'environnement dans lequel nous vivons, qui seraient des facteurs influençant la bonne ou la mauvaise santé des individus. Parmi ces différents facteurs se trouve le milieu de travail, les environnements, les villes dans lesquelles nous habitons, l'environnement même plus large physique. Mais un facteur important, et celui sur lequel j'aimerais mettre l'accent, ce sont les familles. Comment les familles sont un facteur crucial dans la distribution de cet état de santé au sein de la population. Je reprends ici les termes de ces chercheuses qui ont fait une synthèse des travaux sur le lien entre famille et santé, et elles nous disent de manière très pertinente, la famille fait partie des influences les plus fortes sur la santé, car elle fournit des ressources, mais aussi des pressions économiques, sociales et psychologiques qui protègent ou menacent la santé de ses membres. Nous vivons dans des familles, et c'est là que se construit notre santé. Une chercheuse française, Geneviève Cresson, avait publié un ouvrage sur la production, sur le travail domestique de santé, ou cette production domestique de la santé. Vous le savez bien, dans la famille, il y a toute une série d'éléments, d'activités, de mécanismes par lesquels cette santé des membres est effectivement entretenue ou au contraire, elle peut être mise en danger. Les familles servent à créer et entretenir des conditions de vie favorables à la santé. L'hygiène de vie, j'ai repris ici cette ancienne image de la propreté, mais l'hygiène de vie, nos routines quotidiennes, l'alimentation, les routines de sommeil, etc., sont des facteurs importants pour l'état de santé. La famille sert aussi à prendre soin des malades. Quand les enfants sont malades, un parent reste à la maison, ou parfois a recours à d'autres ressources. Un parent reste à la maison et va laisser le temps à l'enfant de reprendre l'école une fois qu'il aura récupéré son bon état de santé. Quand son partenaire est malade, on va aussi, si nécessaire, prendre du retrait par rapport au travail et s'occuper de lui. Autre dimension centrale aujourd'hui, quand les parents âgés qui restent à domicile sont fragilisés, ont besoin d'aide, c'est aussi la famille qui va s'occuper d'eux, qui va s'occuper d'assurer leurs conditions de vie nécessaires pour un maintien à domicile. Et puis la famille sert aussi à éduquer à la santé. C'est dans ce cadre-là que des normes, des bons comportements, des mauvais comportements vont être produits, que les individus vont être socialisés à certaines pratiques, avec des variations selon les milieux sociaux. Si on reprend les termes de Pierre Bourdieu, il y a effectivement des habitus face à la santé variables entre les milieux sociaux et des normes de l'hygiène de vie, de la bonne santé, typiques des classes moyennes, qui sont beaucoup plus proches des messages de prévention, mais en fonction d'une proximité sociale aussi envers ceux qui émettent ces normes de la bonne santé.
Je soulignerai encore le fait qu'il y a là clairement une dynamique genrée. Ce travail domestique de la santé poursuit le travail domestique de manière générale, qui est principalement assuré par les femmes. Ce qui peut expliquer aussi sa relative invisibilité. On en parle très peu de ce travail domestique de la santé. Parce qu'il est produit par les femmes, il est peu visible, il n'est pas valorisé, il n'est pas rémunéré non plus. Et c'est une revendication qui a été émise par certaines chercheuses dans la même lignée que la reconnaissance du travail domestique comme une activité à part entière qui participe au fonctionnement de la société. Quand on regarde maintenant comment les conditions de vie affectent l'état de santé, on voit clairement ici que la famille est un déterminant de l'état de santé. Se marier est bon pour la santé, ça a été observé dans toutes les études, c'est particulièrement bon pour les hommes. Donc messieurs, vous avez encore plus intérêt à vous marier que les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ressources économiques qui sont rassemblées, il y a des facteurs psychosociaux, d'estime de soi, on est amoureux, on est en relation, tout va bien, on est heureux. Mais il y a aussi du contrôle social. Un des facteurs qui est expliqué, c'est que les femmes, mesdames, vous contrôlez les comportements alimentaires de vos maris. Vous évitez qu'ils consomment trop d'alcool et trop de tabac. Donc il y a aussi là des facteurs de contrôle social qui peuvent expliquer cet écart entre les hommes et les femmes. Est-ce que devenir parent est bon pour la santé ? C'est plus ambivalent. Vous le voyez ici sur cette représentation des proportions de personnes en mauvaise santé. Les enfants, ça crée beaucoup de stress, ça crée des pressions. Comment est-ce qu'on va concilier les rôles familiaux et les rôles professionnels ? Donc c'est à la fois favorable, mais ça crée aussi des pressions. Donc là, c'est le creux c'est la période de la vie en fait où le bien-être général est le plus faible, parce qu'il y a effectivement beaucoup de contraintes liées à ce moment-là. Et puis, un facteur fréquemment relevé dans la littérature et que nous avions aussi documenté pour la Suisse, c'est le fait que les femmes qui élèvent seules leurs enfants sont clairement en plus mauvaise santé. On parle des femmes parce que quand on prend les grandes enquêtes générales, on n'a pas suffisamment d'hommes qui élèvent seuls leurs enfants pour pouvoir réaliser ces analyses-là, mais c'est constaté dans tous les pays autour de nous aussi. Cumuler le rôle de charge de famille et rôle professionnel, qui est souvent le cas des femmes seules, va péjorer leur état de santé. Donc ça, il y a une catégorie vraiment à risque. Et puis, dernier élément ici que je présente, c'est que quand on parle de famille, on parle obligatoirement, nécessairement du parcours de vie, puisque la famille, c'est une trajectoire. Il y a d'abord ici, le graphique m'est utile pour vous montrer ce qui est représenté ici comme des trajectoires de santé. La barre noire est celle de la capacité optimale en matière de santé, c'est-à-dire des enfants qui seraient nés dans des familles où les choses sont relativement faciles, où il y a de bonnes ressources socio-économiques, et des enfants qui vont avoir un développement maximal et qui ensuite vont voir leur santé décliner comme on peut s'y attendre avec l'avancée en âge. On voit la ligne grise la plus basse, ce sont des enfants qui seraient nés dans des familles où les ressources étaient moins bonnes, il y avait plus de contraintes que de ressources dans leur vie quotidienne, et ils ne vont pas atteindre leur maximum, leur optimum de santé, leur développement maximum, et donc vont toute leur vie être dans des conditions de santé en dessous de la moyenne. Et puis, il peut y avoir des individus, la troisième ligne intermédiaire très tillée, des individus qui ont effectivement eu des conditions favorables durant leur enfance, mais pour lesquels différentes raisons durant leur âge adulte va les amener à voir leur santé décliner plus rapidement. Mais dans tous ces cas de figure, la famille d'origine, celle dans laquelle on a grandi, la famille que l'on a partiellement sur une partie de notre vie adulte, parfois de manière continue, parfois de manière interrompue, vont influencer les trajectoires de santé. Donc j'ai parlé de ça de manière ici relativement générale sur des données à l'échelle de la population. On s'intéresse ici maintenant plutôt à ces facteurs de vulnérabilité qui deviennent de plus en plus évidents, de plus en plus pressants. On en a parlé à l'échelle de nouveau internationale autour des nouveaux risques sociaux liés à la rupture qui a suivi, les différentes ruptures qui ont suivi la période des 30 Glorieuses. Vous savez qu'on est tous encore dans ce modèle de la période entre 1945 et 1975 où tout allait bien. Les familles étaient unies, il n'y avait pas de chômage, on gagnait de plus en plus sa vie, tout était en progrès continu. À partir des années 80, moment de rupture, de basculement, les familles sont devenues de plus en plus instables. Les taux de divorce ont été évoqués précédemment, donc des familles monoparentales, des recompositions. La flexibilisation de l'emploi, beaucoup moins de sécurité de l'emploi, on l'a aussi évoqué, et crise de l'État-providence qui n'arrive plus à faire face à tous ces besoins.
ces besoins de ces parents seuls, ces besoins de ces gens qui sont au chômage et qui n'ont plus de ressources. Donc il y a clairement des difficultés et de manière de nouveau ici à souligner, la pauvreté a longtemps été peu étudiée en Suisse. Caritas a de nouveau joué un rôle pionnier dans ce domaine-là. Et je vous présente ici des données de l'Office fédéral de la statistique, de nouveau 2016, qui montrent comment la pauvreté et les privations matérielles affectent les enfants différemment en fonction de la famille et des conditions de famille dans lesquelles ils vivent. Lorsque les parents n'ont pas d'activité professionnelle, il n'y a pas de parents qui travaillent, les risques de pauvreté sont beaucoup plus élevés que lorsque les deux parents sont actifs. De la même manière, on introduit ici un nouveau critère de vulnérabilité sur lequel je reviendrai, la migration, l'origine des parents. Les enfants de parents qui n'ont pas la nationalité suisse sont aussi plus à risque de pauvreté que ceux dont les parents sont de nationalité suisse. La migration étant un autre facteur de stratification sociale, de hiérarchie, qui va aussi être important pour les questions d'inégalité face à la santé. Dans le cadre de l'Observatoire des familles, qui est rattaché ici à l'Institut de recherche sociologique, nous nous sommes intéressés à la vulnérabilité sociale et psychique dans le canton de Genève à travers une étude qualitative auprès des professionnels de la santé et du social l'année passée. On a réalisé quelques focus group pour avoir le point de vue des professionnels sur les caractéristiques des familles vulnérables à Genève. Et ce qui est ressorti de ces focus group, c'est que les moments de rupture, les moments de transition dans la vie familiale sont des moments de vulnérabilité. L'arrivée des enfants, du premier mais aussi du deuxième enfant, qui va rompre un équilibre. L'entrée dans la vie adulte, aujourd'hui on le sait, beaucoup de jeunes ont plus de difficultés effectivement à franchir ce pas, à trouver leur autonomie parce que les conditions sociales et économiques de l'environnement ont changé. La séparation ou le divorce, qui sont des facteurs de perturbations affectives, mais aussi de perturbations économiques évidentes. Le cap des 50 ans, un moment qui devient crucial sur le marché du travail. Si on est dans un emploi où on n'est pas sûr de vouloir rester, où on risque de perdre son emploi, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et puis finalement, la retraite et la vieillesse. Donc des facteurs qui effectivement jalonnent le parcours des familles et qui sont importants à prendre en compte. Et puis, autre facteur de vulnérabilité particulièrement saillant à Genève et en Suisse de manière générale, puisqu'on a une population très internationale dans nos environnements, les facteurs liés à la migration de vulnérabilité sont liés à une plus faible formation et des difficultés liées à la langue qui vont limiter les possibilités d'intégration, les obligations envers la famille restée au pays, les statuts légaux précaires, voire la clandestinité de certaines familles et de certains travailleurs, mais aussi la précarité de ceux qui viennent d'obtenir un permis et qui se trouvent dans des situations, effectivement, où les nouvellement naturalisés, qui basculent d'un univers à un autre avec plus de contraintes, plus d'attentes, effectivement, envers eux, qui peut aussi être un facteur de vulnérabilité. Dans ces familles-là, l'effet n'est pas forcément immédiat sur une moins bonne santé, mais ce sont des facteurs de stress qui peuvent affecter les trajectoires de santé. Cette figure que je vous présentais tout à l'heure, la question c'est de savoir à quel moment la santé va effectivement décliner, si elle va le faire de manière normale, telle qu'on peut s'y attendre pour la population, ou si les familles qui sont soumises à des stress plus importants vont voir leur état de santé décliner plus rapidement. Les travaux actuellement en cours sur des grandes bases de données internationales, mais y compris en Suisse, montrent l'importance effectivement de ces facteurs liés à toutes les étapes du parcours de vie sur la fin de la vie. Donc cette étude à Genève a montré l'articulation étroite entre la vulnérabilité sociale, économique et psychique, qui sont des facteurs qui vont effectivement se cumuler pour créer des situations de stress et des situations pouvant impacter l'état de santé. Ce qui est intéressant à souligner en l'occurrence, et je l'ai déjà dit, mais la famille peut être perçue comme une ressource. Et dans le cadre de nos entretiens ici à Genève avec des professionnels, je rapporte ici les propos d'un professionnel, mais on nous a je donne comme exemple la famille en tant que ressource. Un professionnel nous disait « La famille, c'est aussi une sécurité. Sous les ponts, les gens se mettent par clans familiaux. Ils sont beaucoup endettés les uns envers les autres, car finalement cet endettement mutuel qui les lie crée aussi de la sécurité et ils ont un lien quelque part. »
Donc même dans les situations de vulnérabilité très importantes, la famille est un refuge, la famille est une ressource. On peut compter sur d'autres, il y a des relations, il y a des relais possibles. À l'inverse, la famille, évidemment, peut aussi être une source de vulnérabilité. Et notamment, ça a été fréquemment évoqué, les parents qui ont des troubles psychiatriques vont avoir un effet néfaste sur la dynamique familiale et ça va impacter l'ensemble de la famille et les trajectoires des enfants. Je cite de nouveau un professionnel. Les situations de famille avec des parents ayant des troubles psychiatriques, c'est une source de vulnérabilité. Il y a des difficultés des enfants confrontés à cela. Il peut s'agir de parents ayant des troubles psychotiques, principalement bipolaires. Toute la famille est fragilisée du point de vue aussi de l'intégration sociale. Donc vraiment cette dynamique de la famille à la fois ressource, mais de la famille comme potentiellement problématique. On voit ici, à travers ces éléments d'études qualitatives, à quel point la vulnérabilité doit être pensée de manière multidimensionnelle et comment tous ces éléments-là s'articulent les uns aux autres. Une vulnérabilité de la santé, ça va s'associer à la précarité financière, à des conflits, voire au décrochage scolaire des enfants. Et multidirectionnelle avec cette idée de la temporalité qui est importante et relayée par la perspective du parcours de vie, en disant il faut penser comment les conditions socio-économiques à un moment donné vont influencer les trajectoires familiales, mais aussi les trajectoires de santé des individus. J'en arrive, c'est mon avant-dernier dia, avant qu'on en arrive au déjeuner. C'est important quand même de relever le rôle des politiques sociales dans ces questions-là, et j'insiste sur les politiques sociales. On a trop souvent tendance, quand on parle de la santé, à dire « ça relève des politiques de la santé ». Ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est que la santé se construit dans la famille, dans un environnement social, et ce sont les politiques de la famille, mais les politiques de l'emploi, les politiques du logement, Barbara a évoqué aussi les questions liées au logement. Les politiques dans ces domaines-là vont favoriser des dynamiques familiales, des contextes familiaux qui vont soutenir l'état de santé des membres de la famille. Donc on ne doit pas limiter la réduction des inégalités face à la santé à des politiques de la santé. On doit beaucoup plus largement penser en termes de politique publique. L'OMS, ici, j'ai indiqué ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé et de sa commission sur les déterminants sociaux de la santé, qui a rendu son rapport en 2008, avec cet intitulé « Combler le fossé en une génération », avec l'idée qu'il faut changer effectivement les conditions de vie, il faut changer les hiérarchies sociales, les rapports de pouvoir sociaux, mais aussi à l'intérieur des familles, pour donner des chances aux enfants de vivre dans des conditions favorables. Donc cette perspective du parcours de vie est relayée par Michael Marmot, qui est un nom reconnu dans ce domaine des inégalités face à la santé. Dans un article récent, il dit « La plus haute priorité pour les pays est d'assurer un bon départ dans la vie à chaque enfant. Et ce bon départ dans la vie, il va se faire au sein des familles. » Pour revenir à un plan beaucoup plus local, dans le concept cantonal de promotion de la santé et de prévention du canton de Genève, le 4e axe de cette stratégie nous dit « Des enfants qui naissent, se développent et atteignent l'âge adulte dans des conditions favorables à la santé. » Donc la famille n'est pas explicitement mentionnée, mais c'est bien ce cadre de vie-là dont on parle. Alors, que retenir de ce parcours ? D'abord, le fait que nous sommes au cœur, dans nos organisations sociales, mais aussi au sein des familles, au cœur de différentes hiérarchies sociales qui s'entrecroisent. Il y a pour certains un cumul des désavantages économiques, des désavantages relationnels, des désavantages en termes de santé, et pour d'autres, des avantages qui s'accumulent. Ça, c'est un élément important dans les travaux du parcours de vie, c'est comment le moins attire le moins, et ceux qui ont des ressources vont pouvoir aussi rebondir, vont pouvoir connaître un futur plus favorable avec d'autres opportunités. J'évoque ici aussi la perspective de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait qu'il faut penser simultanément les hiérarchies sociales, économiques, de genre, la dimension du genre est importante, et les hiérarchies liées aussi à l'origine nationale, et de penser l'articulation de ces hiérarchies comme une multiplication de facteurs de vulnérabilité, de fragilisation,
qui vont marquer particulièrement certains groupes sociaux. On l'a évoqué tout à l'heure, Barbara parlait de la honte, de la stigmatisation, de mécanismes effectivement d'individus, de catégories qui ont une identité disqualifiée, pour reprendre ce terme-là, et cela va aussi affecter leur chance d'être en bonne santé. L'articulation entre famille et santé, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a des interactions complexes entre ces différentes ressources et des formes de vulnérabilité. Avoir une famille qui fonctionne, ça va donner plus de chances pour être en bonne santé. La mauvaise santé peut être un facteur aussi de conflits familiaux. Le fait d'une relation tout à fait problématique peut être lié à une santé psychique, par exemple, dégradée de l'un de ses membres. Et puis je terminerai en soulignant l'importance ici de penser les familles. On ne le fait pas assez, à mon avis. On pense aux individus, on pense aux structures sociales, aux institutions. Mais entre deux, il y a bien cette étape intermédiaire dans laquelle nous vivons la plupart, pas tous, il y a des personnes qui vivent seules, mais cette étape à l'intersection, je dirais, des individus et des institutions, ces familles jouent un rôle crucial et donc il est important de les penser dans l'action sociale, dans les politiques publiques, mais dans la recherche aussi, afin de pouvoir à la fois promouvoir leurs forces lorsqu'elles sont là et compenser leurs faiblesses aussi quand elles sont là, une fois qu'on les aurait identifiées. Je vous remercie de votre attention.